Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 19 septembre 2022, c'est le rendez-vous du journal de la RPA. Les titres pour commencer. La communauté internationale appelée à inciter le nouveau chef du gouvernement burundais à rompre avec les pratiques de violation des droits de l'homme. L'appel est de l'organisation internationale Human Rights Watch. L'administrateur de la commune Mabanda accusé de détournement des fonds communaux. Les commerçants de cette commune alertent ses supérieurs hiérarchiques. Et enfin, les Burundais demandeurs d'asile en Ouganda mènent une vie précaire. Ils viennent de passer 6 mois sans recevoir aucune assistance. Voilà pour le sommaire. Bonsoir ou bonjour et bienvenue. L'organisation Human Rights Watch salue la destitution d'Alain Guillaume Bunyoni au poste de Premier ministre du gouvernement du Burundi. Néanmoins, Human Rights Watch regrette la nomination de Gervais Ndirakobucha au poste, qui lui aussi est accusé de violation grave des droits de l'homme au Burundi. Cette organisation internationale de défense des droits humains interpelle la communauté internationale d'inciter cette nouvelle autorité à rompre avec la pratique de piétiner les droits fondamentaux des citoyens. Marie-Angela Kodze nous en dit plus. La nomination de Gervais Ndirakobucha au poste de Premier ministre témoigne d'une mauvaise volonté de réforme. Entame ainsi Human Rights Watch son communiqué de ce lundi 19 septembre 2022. Comme le rappelle Lewis Madge, directeur de Human Rights Watch, section Afrique centrale, en date du 7 septembre, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a démis de leurs fonctions les responsables gouvernementaux en qui il n'inspire plus confiance, plus particulièrement le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Ainsi donc, Lewis Madge salue la destitution d'Alain Guillaume Bunyoni compte tenu de son bilan consternant en matière de droits humains, notamment son rôle dans la supervision des forces de sécurité ayant commis de graves violations contre des opposants réels ou supposés. Toutefois, Human Rights Watch indique que le choix de Gervais Ndirakobucha pour remplacer Alain Guillaume Bunyoni risque d'être un pas en arrière pour la protection des droits fondamentaux des citoyens burundais. Ici, Human Rights Watch revient sur les sanctions que les États-Unis et l'Union européenne ont imposées à Gervais Ndirakobucha en 2015 pendant la période de violente répression sous le régime de feu Pierre Nkurunziza. À cet effet, Human Rights Watch souligne que la nomination de Ndirakobucha au poste de Premier ministre semble indiquer la préférence du président Evariste Ndayishimiye pour un homme à poigne plutôt que quelqu'un engagé en faveur de véritables réformes en matière de droits humains. En définitive, cette organisation internationale de défense des droits humains en appelle les partenaires internationaux de Gitega d'insister pour que le nouveau Premier ministre Ndirakobucha prouve par des actions concrètes qu'il ne mérite plus son pseudonyme Ndakugarika, qui veut dire « je vais te lyncher ». Dans le cas contraire, les Burundais peuvent s'attendre à la même répression violente à l'encontre de toute personne suspectée d'opposition au parti au pouvoir, conclut Human Rights Watch. Merci Marie-Ange Irakodze. Certains citoyens burundais fustigent les élections des notables récemment organisées par le gouvernement du Burundi. Ils indiquent que ce gouvernement a piétiné les coutumes et les mœurs des Burundis car, explique-t-il, cette tâche était consacrée à l'institution des Bashinganahe dont les membres n'étaient pas choisis à travers des élections. Suivez un des habitants de la province Makamba qui s'est entretenu avec la RPA. Autrefois, les notables collinaires étaient des Bashingana et cette fonction n'est pas du tout politique. Le Bashingana est intimement lié à la notion d'Orubono et cette dernière ne s'obtient pas à travers des élections ni par des études pédagogiques. C'est pour cela que nous considérons que les élections des notables sont des choix purement politiques
Ils ont choisi un représentant du parti ou d'une communauté quelconque en se basant sur la logique de la majorité et non sur les critères d'intégrité et d'humanité. Il y a par exemple des personnes qui ont été élues alors qu'ils n'avaient jamais pris la parole pour s'adresser à la population. Beaucoup ont été élus parce qu'ils ont la réputation d'être des membres du parti au pouvoir. Cela veut dire que de telles personnes ne seront pas capables de résoudre des conflits sociaux en réconciliant les gens. Et Mshinganahe n'était pas élu. La personne qui souhaitait le devenir exprimait cette volonté et la société examinait par la suite si elle en était digne. Il s'agissait d'un processus. On l'enseignait à parler avec dignité, à discerner les procès et à trancher avec équité. On analysait également la manière dont il se comportait dans la société et surtout la façon dont il organisait son foyer. Mais les personnes qui ont été élues sont pour la plupart des divorcés, des gens qui ont plusieurs concubines et des ivrognes. Il y a même des membres du CNDD-FDD qui se sont étonnés après la proclamation de ceux qui ont été élus car il s'agit de personnes très connues dans des actes de persécution de la population. Cela veut dire qu'ils ont été choisis sur base de leur terreur et non de la vérité. Même si le gouvernement dit que ces personnes élues bénéficieront de formations, on ne peut pas enseigner l'humanité et l'intégrité à quelqu'un. Si tu as l'habitude de te méconduire, tu agiras toujours ainsi. Nous demandons donc au gouvernement de ne pas se substituer à la coutume et aux mœurs de la société burundaise. Nous ne pouvons pas dire que le gouvernement avait le souci de réconcilier les Burundais, mais qu'il avait plutôt l'objectif d'accroître sa capacité de contrôler et la dictature à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons rien espérer de positif de la part de ces notables. Et à ce propos, le parti MSD estime que la mise en place du Conseil des notables des collines vise le renforcement du parti CNDD-FDD au Burundi. À la fin de la retraite de 3 jours de ce parti, son président Alexis Sinduhije a indiqué que cet objectif du parti au pouvoir ne sera pas atteint. Vous avez parlé des élections des notables des collines et des quartiers qui ont remplacé les Bashinganahe. Tout ça, c'est la stratégie du CNDD-FDD pour renforcer son système depuis la base. Ce sont des manigances qui n'auront pas de grande portée parce que la plupart des habitants n'ont plus confiance en ce parti. Mais je peux vous dire que le régime du CNDD-FDD va s'effondrer tôt ou tard. La chute sera tardive si nous tardons à le combattre et à cause de notre peur. Mais la décadence sera rapide si nous nous levons et si nous vaincrons la peur. Quand nous vaincrons la peur, le CNDD-FDD partira le même jour. Alexis Sinduhije a également répondu à la question liée aux persécutions que subissent souvent les réfugiés burundais dans les camps tanzaniens. Nous continuerons à plaider auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et à demander à la communauté internationale de dire à la Tanzanie de bien traiter les réfugiés burundais qui sont dans ce pays. À la veille des présentations des chefs d'État et de gouvernement devant l'Assemblée générale de l'ONU, Alexis Sinduhije leur a demandé de se souvenir qu'il y a des autorités qui font souffrir la population au Burundi. À part qu'il nous semble que les Nations Unies ne sont d'aucune utilité, pour nous c'est évident que l'ONU ne nous a servi à rien. Cette organisation nous a abandonnés au milieu des monstres et des fauves qui nous dévorent chaque jour. Mais l'appel que nous pouvons leur lancer quand même, c'est que ces chefs d'État se souviennent qu'il y a un petit pays situé dans la région des Grands Lacs d'Afrique qui s'appelle le Burundi et que dans ce pays, il y a plus de 12 millions d'habitants qui vivent dans l'injustice, qui sont tués jour et nuit, qui sont exilés et qui sont dépouillés de leurs biens, qui leur demandent de les libérer. Le président du parti MSD, Alexis Sinduhije, répondait aux questions d'Emile Nibasumba hier au bout de la retraite de 3 jours de ce parti de l'opposition burundaise.
RPA. C'est toujours le journal Page Gouvernance. À présent, l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM demande aux nouveaux membres du gouvernement de déclarer leurs biens et patrimoines comme le stipule la constitution burundaise. Au cours d'un point de presse de ce lundi, Gabriel Ufsili, président de l'OLUCOM, a également indiqué que la constitution burundaise interdit tous les mandataires publics de pratiquer le commerce et de les interpeller ainsi au respect de la loi. Suivez plutôt Gabriel Ufsili, président de l'OLUCOM. Je vais beaucoup me focaliser sur la bonne gouvernance. Vous le savez, la constitution burundaise, à son article 95, stipule que lors de rentrer en fonction, le président de la République, le vice-président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et les membres du bureau de l'Assemblée du Sénat et les membres du gouvernement sont appelés à déclarer leurs biens et patrimoines. Donc c'est un article de la Constitution. Quant à l'article 29 de la loi numéro 1-12 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, stipule qu'en dehors 15 jours, les personnes précitées doivent déclarer le patrimoine. Donc, nous pensons que les mandataires publics vont vraiment déclarer le patrimoine pour qu'au moins on commence à aller vers l'observation des principes de bonne gouvernance que nous sommes en train de parler ici. Un autre point important que je voudrais souligner ici, c'est le décret loi numéro 1/03 du 31 janvier 1989. Donc c'est l'article 12 de ce décret loi qui interdit formellement les mandataires politiques, les cadres et agents de l'État de pratiquer le commerce. Vous savez, comme on dit en Kirundi, ça sera très difficile que ceux qui sont en train de courir derrière les marchés publics, derrière les sociétés privées, vont vraiment se pencher au développement du pays. C'est pour cette raison que les mandataires publics doivent arrêter de faire le commerce pour qu'on puisse au moins croire qu'ils sont au service du peuple. Je vous l'avais dit au début, les commerçants de certains marchés de la commune Mabanda, province Makamba, accusent l'administrateur de cette commune de vouloir s'enrichir par le détournement des fonds destinés à la commune. Il procéderait entre autres par la vente des stands dans certains des marchés de la commune aux commerçants pour mettre les fonds recueillis sur ses propres comptes. Ces commerçants demandent l'intervention de ses supérieurs pour stopper ces détournements. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Les commerçants de la commune de Mabanda font savoir que l'administrateur de cette commune ne met pas dans les caisses de la commune tout le montant collecté pour les kiosques situés dans son marché se trouvant au chef-lieu de la commune. Notre source indique que cet administrateur donne une quittance de 200 000 francs à un commerçant qui lui donne une somme de 2 millions, et cela pour chaque kiosque. Il collecte 2 millions pour les kiosques du marché de Mabanda. Pour ce montant, il y en a qui lui donnent des quittances et d'autres non. Même à ceux pour qui donnent ces quittances, il ne mentionne que 200 000 francs pour un kiosque et il met à sa poche une somme d'1 800 000. Selon ces commerçants, il n'est pas rare qu'un stand soit attribué à plus de 4 commerçants. Notre source fait savoir que, le plus souvent, le stand revient à celui qui a payé le dernier. Dans ce même marché, dans un stand où on place une table qui existe une somme de 200 000, c'est un espace d'un mètre carré. Il n'hésite pas à attribuer un seul stand à 5 personnes. C'est la 5e qui met en place la table dans ce stand. Mis à part le marché de Mabanda, les commerçants affirment que cet administrateur fait presque la même chose au marché de Gikulazi. Les commerçants qui payent 200 000 francs pour les quittances n'ont pas de reçu de quittance. Autre chose, au marché de la commune Gikulazi, c'est aussi en commune Mabanda, le marché est constitué par un hangar. Les commerçants qui y ont bénéficié des places payent 200 000 francs sur un espace de 2 mètres carrés. Ils demandent de baisser une somme de 200 000 francs, mais personne ne reçoit pas de quittance. Ils attendent
colère en donne, mais ils s'en vont. Ces commerçants demandent aux supérieurs hiérarchiques de cet administrateur de l'empêcher de détourner les richesses de la commune. La rédaction de la RPIA a essayé de joindre Hatungimana Jean-Berry, l'administrateur de la commune de Mabanda, pour qu'il s'exprime à ce sujet, mais il nous a raccroché au nez. Merci à toi, Dani-Claire Hilatroumva, et les employés des sociétés de gardiennage, toujours en attente des solutions à leurs problèmes professionnels. Il y a plus de 4 mois, le ministre de tutelle avait promis de suivre de près leur situation. Ces agents de sécurité demandent aux institutions du pays, y compris le numéro 1 burundais, d'aider dans la recherche d'une solution à leurs problèmes, d'autant plus que la présidence en a eu connaissance il y a de cela plus d'une année. Éloge divin, Remesha. Les institutions auprès desquelles ces agents de gardiennage se sont adressés sont entre autres le bureau de la présidence, le ministère de la fonction publique ainsi que le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique. Ces travailleurs réunis au sein de la Fédération burundaise des syndicats des travailleurs du secteur de gardiennage disent qu'en grande partie, leurs réclamations s'articulent autour de la violation de la loi en ce qui est du traitement leur réservé, un traitement qu'ils trouvent injuste. Nos sources révèlent pourtant que lors de l'audience que le numéro 1 burundais avait accordé aux représentants syndicaux l'an dernier, à la veille de la célébration de la fête du travail et des travailleurs, cette question avait été évoquée et le président leur avait promis de leur donner un coup de main afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Une promesse qui avait suscité un peu d'espoir au sein de ces vigiles, surtout que même l'ultimatum donné à leurs employeurs au mois d'avril par leur ministère de tutelle, qui a la sécurité dans ses attributions, pour trouver une solution à ce problème n'a pas été respecté. Nous avions été informés que par après nos employeurs ont été convoqués par le chef du service qui s'occupe des sociétés de gardiennage au sein du ministère de l'Intérieur. Ce dernier leur avait donné 3 mois pour trouver rapidement des solutions à cette problématique. Et ce responsable ministériel les avait même mis en garde, comme quoi celui qui ne s'exécutera pas se verra sanctionné. Près de 5 mois après, rien n'a toujours été fait. Ces travailleurs disent que même le peu d'espoir qui leur est resté a été anéanti par l'inertie du ministère de la fonction publique qui avait pourtant promis de prendre en main cette question juste après cet entretien avec le numéro 1 burundais. Le ministre de la fonction publique s'est lui aussi entretenu avec nos employeurs. Cette autorité leur avait également exigé de trouver une solution à nos revendications, mais la situation n'a pas changé. Nous demandons au gouvernement de s'activer et de nous aider pour qu'on soit traités comme les autres employés. Au point où ils en sont, ces agents de gardiennage disent craindre que leurs employeurs n'aient graissé la patte aux différentes institutions en charge de cette question pour que ce dossier reste au fond des tiroirs. Contacté à propos par la rédaction de la RPA, Martin Ninheretse, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est resté injoignable. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les différentes revendications de ces agents de gardiennage. RPA. Droits de l'homme à présent, après avoir constaté qu'il est tombé dans le piège de son prédécesseur en limogeant le titulaire du centre de santé de Burundi, le médecin provincial de Makamba a essayé de rectifier le tir pour se couvrir. 4 mois après son transfert, l'ancien titulaire du dit centre a reçu une lettre de demande d'explication lui sommant de se justifier sur l'impunité qu'il a caractérisée. Ce que plus d'un prennent pour du harcèlement et de l'intimidation visant à le faire taire. Josiane Mouzaneza. Comme mentionné dans la lettre numéro 633.5/BPS-MKBA/2022 que le médecin directeur de la province sanitaire de Makamba a envoyé le 22 août à l'infirmier syriaque Namari, ancien titulaire du centre de santé de Burundi, il lui demandait de s'expliquer sur ce qui l'a poussé à laisser impuni des fautes professionnelles graves commises par une infirmière du nom de Rose Wuchumi, qui était à l'époque sous ses ordres. Pour appuyer ses dires, luttant toujours dans la même lettre, ce responsable sanitaire en province Makamba a rappelé à cet infirmier qu'il était au courant que ce dernier a préféré passer l'éponge sur ses agissements alors que les patients et la communauté tout entière n'avaient cessé de le supplier de faire le suivi
du comportement de cette infirmière en cause, nommée dans cette missive prestataire. Et le médecin directeur de la province sanitaire de Makamba clore cette correspondance en demandant aux concernés de lui fournir des explications dans un délai ne dépassant pas 8 jours, ce que l'intéressé a fait car 24 heures après, sa réponse était déjà parvenue à son destinataire. Dans ses explications, l'infirmier Syriac Namari s'est d'abord dit étonné de se voir demander de s'expliquer sur le cas d'une personne qui n'était plus sous sa responsabilité, qui plus est de constater que cette demande d'explication émanait du médecin provincial au moment où son chef direct, c'est-à-dire le médecin-chef de district, ne lui a jamais reproché quoi que ce soit, ni demandé aucune explication sur cette affaire, même lorsque ce dernier lui a fait parvenir sa lettre de réaffectation. Pour ce qui est du fait qu'il a été accusé d'avoir été caractérisé par l'impunité à l'endroit de l'infirmière Rose Wuchumi, et cela après plusieurs plaintes de la part des patients et de la communauté, ce dernier a fait savoir que cette accusation était infondée, car non seulement il n'a jamais reçu de plainte, mais il a également notifié au médecin provincial que depuis son entrée en fonction comme titulaire du centre de santé de Bujondi en 2019 jusqu'à son transfert qui a eu lieu au mois d'avril 2022, il n'a jamais eu vent de l'une ou l'autre faute professionnelle commise par l'infirmière Rose Wuchumi. Dans l'entretemps, nos sources au sein du ministère de la Santé publique révèlent que le médecin directeur Gérard Razio a fait recours à cette lettre tardive de demande d'explication pour essayer de se sortir du piège lui tendu par son prédécesseur en limogeant l'infirmier Syriac Namari de son poste de titulaire sans aucune preuve tangible, une demande d'explication intervenue longtemps après le rapport fourni par la deuxième commission d'enquête qui a prouvé que les fautes reprochées à cette infirmière par l'administrateur de la commune Kayogoro, Antoine Daïlagidji, n'ont en réalité jamais eu lieu. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des menaces et persécutions physiques dont a été victime la famille de l'infirmière Rose Wuchumi, et ce, une semaine après cette lettre de demande d'explication. Et en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 personnes tuées au cours de la semaine écoulée. En tout, 3 provinces du pays ont été concernées par ces tueries. L'édité avec Onésime Dushimagidze. Parmi les personnes tuées au cours de la semaine écoulée, 3 sont de la commune de Ruhoro en province de Ngozi. Le premier est un homme qui a été tué par ses frères sur la colline Kabuye jeudi dernier. Nos sources à Ruhoro indiquent que les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. Le second est un certain Dieudonné Nionizi Guié. Il a été tué au coup de couteau par sa femme sur la colline Guamiko, mardi passé. L'auteur de ce crime a été arrêté par la police. La troisième personne assassinée en commune de Ruhoro est un certain André Cagnoni. Lui aussi a été poignardé par sa femme sur la colline Gitanga en commune de Ruhoro, mardi de la semaine dernière. Toutes les 3 personnes seraient victimes des conflits familiaux. Et en province de Rutana, un certain Simeo Bousso a été tué à coups de machette sur la colline Buyaga, en commune de Giharo, mercredi dernier. Les conflits familiaux seraient également à l'origine de cet assassinat. La dernière personne assassinée répertoriée par la RPA au cours de la semaine dernière est celle de la province de Rumonge. Le cadavre n'a pas été identifié et a été découvert tout près du port de pêche de Rumonge mardi dernier. Selon nos sources à Rumonge, la victime aurait été tuée étranglée. Les administratifs ont ordonné l'ordre d'enterrer le corps sans faire des enquêtes. Merci à toi Onésime Dushimagidze. Dernier dossier de ce journal, les Burundais demandeurs d'asile en Ouganda viennent de passer 6 mois dans une vie très précaire dans ce pays. Ces Burundais indiquent qu'à part cette longue période d'attente pour être admis dans le camp des réfugiés, ils sont menacés par la famine et les maladies. Emmanuel Niyongeko nous en dit plus. Ils sont estimés à 120 les familles des Burundais demandeurs d'asile en Ouganda. Ces Burundais indiquent qu'ils viennent d'y passer 6 mois sans bénéficier d'asile dans ce pays et que leurs questions semblent être négligées par les autorités habilitées. Les responsables de réfugiés à Naki Valley nous ont amenés ici à l'église pour y loger il y a 6 mois. Depuis lors, nous sommes toujours là. Lorsque nous nous rendons à leur bureau pour demander où en est notre demande d'asile, ils ne nous disent rien. La vie que mènent ces Burundais rassemblés dans une église appelée Rehoboth, située dans la localité appelée Kaba
Wabazana est très difficile. Ils font savoir que la famine et les maladies vont les tuer. Quand la pluie tombe, c'est un problème. On n'a pas où se protéger contre le froid. Les enfants sont souvent malades, surtout de la malnutrition qui entraîne le kwashiorkor. Ce qui fait encore triste, c'est qu'on n'a pas le droit de se faire soigner. Les agents de santé nous signifient que nous sommes des inconnus. Ce qui attriste le plus ces Burundais, c'est qu'ils ne sont pas acheminés au camp de transit d'Ikukivati comme cela se fait pour les autres avant d'être conduits au camp de réfugiés définitif de Nakivale. Ils nous avaient promis que si une fois le camp de transit Kukivati serait libéré, nous allons l'occuper. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça fait très longtemps que ce camp de transit est libre, mais nous continuons à vivre le calvaire dans cet endroit de l'église. Selon toujours ces Burundais, demandeurs d'asile en Ouganda, ils vivent de la mendicité ou encore de la charité des passants qui leur donnent de quoi mettre sous la dent. À ce propos, nous avons essayé de contacter les responsables du HCR en Ouganda, mais sans succès. Emmanuel Niyungeko. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Nesca Kizajeti avec vous au micro. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous.